Alors, pour revenir sur un sujet, je pense que vous maîtrisez beaucoup et j'ai envie de profiter de votre expertise, j'ai presque envie de dire unique, sur les questions de relations de puissance et de parler donc de ce duopole. Le monde semble de plus en plus structuré aujourd'hui autour du duopole États-Unis-Chine. Est-ce aujourd'hui un affrontement durable ou une interdépendance déguisée? Et puis, est-ce que ça dépend réellement et ça dépend réellement de qui en fin de compte aujourd'hui? Et puis, peut-être pour ajouter une petite question à tout cela, est-ce qu'on assiste également, et je vous entendais, je vous écoutais parler tout à l'heure à des jeunes lors d'une masterclass et j'étais très content de vous écouter sur différentes questions et vous évoquiez une phase de notre histoire que vous avez très bien connue, celle du libre-échange absolu. Donc est-ce que aujourd'hui on assiste à un mouvement durable de re-régulation des échanges, ce qui met probablement fin à l'ère de ce libre-échange absolu? Voilà. Alors vous avez raison, le temps du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée, qui était le dogme de l'Union européenne, paraît très lointain. Nous sommes dans un temps où les économies ont tendance à se replier, à se refermer, les barrières protectionnistes, et de ce point de vue-là, l'administration Trump a fait école en multipliant les tarifs douaniers à l'avantage de sa propre économie, même si l'on voit bien aujourd'hui que cela peut se retourner contre l'économie américaine, avec un risque d'inflation, voire de stagnation, avec Stagflation. un problème pour le dollar. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de difficultés. Mais vous avez raison de poser la question du risque de confrontation, de rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui polarise une grande partie de l'énergie internationale. Derrière cette logique de confrontation, il y a beaucoup d'étapes possibles, beaucoup de schémas possibles. Et l'on voit aujourd'hui que la volonté des États-Unis d'en découdre se heurte à un partenaire qui est très résistant. L'administration américaine, décidée à élever les droits de douane jusqu'à plus de 100% vis-à-vis de la Chine, s'est heurtée à la réaction chinoise d'un boycott sur les terres rares, décidant de limiter les terres rares, les exportations de terres rares, de délivrer des certificats pour ces terres rares, ce qui évidemment donne une contrainte très forte sur certaines technologies. Eh bien, c'est un handicap pour l'économie américaine qui a dû faire machine arrière concernant l'augmentation de certains droits de douane. Aujourd'hui, on voit bien que les représailles chinoises vis-à-vis de Nvidia concernant l'exploitation des puces H200, donc des puces très fines avec une gravure très très fine, très petite, eh bien se heurte là aussi une réaction chinoise qui privilégie la fabrication de puces chinoises par Huawei et d'autres grands groupes. Donc nous sommes dans un monde où c'est en permanence action et réaction. Il n'y a pas de puissance capable de dominer seule le monde de l'hyperpuissance américaine, le monde de l'unilatéralisme américain paraît derrière nous. Il faut compter avec la réaction des autres. Et c'est parce que ce monde peut évoluer comme cela, de façon surprenante, que tous les avenirs sont possibles. L'avenir d'une entente, temporaire ou durable, entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi ne pas imaginer qu'un nouveau Yalta puisse être éventuellement possible, qui donnerait le temps d'une respiration à l'économie chinoise, qui rencontre un certain nombre de difficultés, qui permettrait à l'administration Trump aussi de conforter un certain nombre de situations, ou alors la surprise d'une rivalité géopolitique qui pourrait naître à Taïwan ou ailleurs. Donc, il faut être prêt à différents scénarios. Et c'est pour cela, parce que nous sommes dans un monde très imprévisible, très dangereux, qu'il faut être capable de structurer en termes de prévisibilité et de stabilité tout ce qui est de notre ressort. Et c'est pour cela que l'Europe, le Maghreb et l'Afrique ont intérêt à avancer ensemble, à franchir rapidement un certain nombre d'étapes pour rentrer dans ce nouveau monde avec des avantages comparatifs
beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment ça ensemble, justement? Parce que c'est un petit peu ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, de par la Tunisie, de par sa position, de par ses atouts, de par le rôle qu'elle peut jouer entre cette Europe, cette Afrique. Et aujourd'hui, l'Europe, elle parle beaucoup de souveraineté économique et stratégique, mais est-ce que aujourd'hui, enfin on le voit, beaucoup se posent la question, est-ce qu'elle a encore les moyens de ses ambitions face à ce duopole, justement? Et puis, l'Europe, aujourd'hui, en fin de compte, pour des pays comme la Tunisie, est-ce que c'est une puissance ou est-ce que c'est un marché? Alors la question est importante. L'enjeu de souveraineté pour les Européens, il est majeur. Et ils ont, à raison, le sentiment de voir cette souveraineté menacée sur plusieurs fronts. La souveraineté en matière de sécurité et de défense, on le voit avec l'évolution du drame ukrainien, l'évolution de la souveraineté dans le domaine commercial, la signature de cet accord en Écosse sur un terrain de golf entre Ursula von der Leyen et Donald Trump a humilié les Européens. 15% supplémentaires de droits de douane sans même livrer combat, c'est pas quelque chose dont nous sommes particulièrement fiers. Et puis il y a les enjeux de souveraineté technologique numérique, avec les plateformes qui, sans régulation, souhaitent pouvoir intervenir en Europe, alors même que nous disposons de tous les leviers qui permettraient de contrôler ces progrès des plateformes numériques américaines en Europe. Et puis il y a aussi la question de la souveraineté financière, avec l'apparition de crypto-monnaies, de monnaies numériques, de banques centrales, de stablecoins. Tout cela marque la complexité dans le monde qui est le nôtre. Tout cela montre que toutes les alliances que nous avons connues, le poids de l'Alliance Atlantique, la question de l'OTAN, tout ça n'est pas écrit pour toujours et qu'il faut se préparer à des changements sans doute très importants dans les années à venir et qu'il faut surtout compter sur ses propres forces. Dès lors qu'on parle de compter sur ses propres forces, il faut regarder autour de soi. Et autour de soi, dans notre voisinage, il y a des partenaires, il y a des amis historiques avec lesquels nous avons cheminé, avec lesquels nous partageons la même langue, avec lesquels nous partageons la même histoire, la même culture. Et c'est pour cela que je suis convaincu que ce voisinage-là doit constituer la priorité de notre action. Alors il faut lever un certain nombre de peurs et d'inquiétudes. On voit par exemple en France et dans d'autres États européens cette question des migrations qui devient un véritable enjeu politique. Les partis populistes et les partis d'extrême droite s'emparent de cette question pour faire en quelque sorte peur à certains électorats et plaider en faveur de fermeture de nos frontières, de barrières qui permettraient de limiter et de mieux protéger nos sociétés. Nous sommes dans un monde où la logique des murs ne permet pas de régler les problèmes. Et c'est pour cela que je crois au partenariat, c'est pour cela que je crois aux règles mutuelles, c'est pour cela que je crois à un intérêt mutuel que nous devons partager entre les questions économiques, commerciales, les questions technologiques, les questions de sécurité et de développement, de façon à véritablement être capable de mutualiser nos intérêts mutuels, mais ça suppose beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de force.